Parlons de diagnostic différentiel, il faut savoir évoquer, devant une granulomatose, les autres causes de granulomatose, hormis la sarcoïdose, et comme on l'a vu, les causes infectieuses, notamment la tuberculose, les autres causes, les autres mycobactéries, la brucellose, ainsi que d'autres infections qui peuvent donner des granulomes à l'histologie ou mimer une granulomatose. Les lymphomes et les cancers solides sont de grands pourvoyeurs de granulomatose, de même que le DICV, déficit immunitaire commun variable, qui est un grand classique, grand pourvoyeur de granulomatose. Et donc, vous voyez que votre bilan initial va rapidement vous orienter vers un DICV ou non, puisque dans le DICV, vous avez une hypogamma-globulinémie, alors que dans la sarcoïdose, vous n'avez pas de raison évidente d'avoir une hypogamma-globulinémie. On a même donc le plus souvent une hypergamma-globulinémie polyclonale ou une absence d'hypogamma. Les médicaments sont à évoquer dans tous les cas, à chaque fois, quel que soit le diagnostic finalement, quelle que soit la situation clinique, toujours se poser la question de la iatrogénie. Est-ce que mon médicament n'est pas responsable du signe clinique ou du cortège de signes cliniques que j'ai en face de moi? Et puis, d'autres maladies inflammatoires, des granulomatoses. Le Crohn donne des granulomes, les vascularites donnent des granulomes, volontiers nécrosants. Mais il faut savoir les évoquer. Le Horton aura une présentation, somme toute, assez différente de la sarcoïdose, mais c'est une cause de granulomatose gigantocellulaire épithéliolite. Et puis, devant une atteinte pulmonaire, il faut savoir évoquer des pneumoconioses, c'est-à-dire les inhalations répétées, la bérylliose, qui donne un tableau relativement similaire à la sarcoïdose au niveau médiastino-pulmonaire. Encore une fois, si on a une pneumopathie interstitielle diffuse, un aspect parenchymateux diffus, il faut savoir se poser la question d'une iatrogénie ou d'une cause environnementale, et vous verrez les nombreuses causes environnementales de pneumopathie interstitielle dans le cours dédié. On a donc un bilan systématique, en tout cas un bilan qui se veut le plus exhaustif possible, et votre bilan finalement primaire va être votre examen clinique. Et votre examen clinique doit être exhaustif, tant par l'interrogatoire que votre examen physique. Allez traquer une atteinte articulaire, allez traquer une atteinte cutanée, une macule achromique, un petit nodule sarcoïdosique, un grain lupoïde. Allez examiner votre patient de la tête aux pieds pour aller renforcer vos arguments cliniques en faveur d'une sarcoïdose. Les examens complémentaires sont listés ici, on en a parlé de la plupart, si ce n'est de tous. Il faut absolument faire un électrocardiogramme à tous les patients, savoir prescrire un bilan ionique avec recherche de calcémie afin de traquer une hypercalcémie au cours de la sarcoïdose. C'est absolument à savoir. Faire un examen ophtalmologique systématique de même afin de traquer, comme on l'a vu, non pas l'uvéite antérieure aiguë qui va être symptomatique, mais plutôt l'uvéite postérieure ou l'uvéite moyenne qui, elles, peuvent être asymptomatiques, se manifester secondairement et avoir un retentissement fonctionnel important chez le patient. L'enzyme de conversion de l'angiotensine, grand classique de la sarcoïdose, doit être prescrite chez tous les malades suspectés d'être atteints de sarcoïdose. Le diagnostic positif, on l'a dit, on le redit, est histologique, et donc il faut une histologie compatible. C'est indispensable au diagnostic, sauf dans le cas d'un syndrome de Löfgren typique. Si vous avez oublié, je vous laisserai regarder de nouveau. En cas de syndrome de Löfgren typique, vous pouvez vous passer d'une histologie. Mais dans tous les autres cas, ça va être la concordance de signes cliniques,
de signes biologiques et radiologiques compatibles avec une histologie compatible, permettant par ailleurs d'exclure les diagnostics différentiels et, in fine, de porter le diagnostic de sarcoïdose. Cet élément d'histologie est particulièrement important et il faut connaître l'histologie de la sarcoïdose. Le granulome épithélioïde gigantocellulaire sans nécrose caséeuse. Sans nécrose caséeuse. Les éléments de suivi, de pronostic sont des items de rang B, comme tous les titres listés en bleu. Il faut savoir donc que cette maladie peut être parfois, souvent bénigne, avec des résolutions spontanées possibles, mais qu'elle peut évoluer sur un mode chronique par poussée et nécessiter un traitement par corticoïdes et ou immunosuppresseurs, dont l'arrêt va être conditionné par la réponse au traitement de la maladie. Il faut absolument savoir la gravité de certaines localisations, on l'a dit, gravité vitale, pronostic vital mis en jeu, atteinte cardiaque, pronostic fonctionnel mis en jeu, atteinte ophtalmologique. Mortalité est entre 2 et 10%. Je vous fais défiler ces notions, cette vue du collège d'enseignants. Il faut savoir rechercher une atteinte pulmonaire infraclinique. Il faut savoir rechercher une atteinte cardiaque infraclinique. Il faut savoir rechercher une atteinte ophtalmologique infraclinique. Les notions indispensables, nous les avons vues. En termes de traitement, on est hors programme. Je vous les laisse ici. La cortisone va être notre première arme thérapeutique. Quelquefois même, on peut ne pas traiter. Et puis, on peut être amené à mettre d'autres immunosuppresseurs. Quelques-uns sont listés ici. On a d'autres traitements encore qui sont possibles. Voilà, le cours est terminé. J'espère que j'aurai pu mettre en exergue les notions importantes et que vous avez bien compris que la sarcoïdose est une maladie systémique qui aura une atteinte préférentielle pulmonaire qu'il faut savoir dans tous les cas aller chercher, une atteinte médiastino-hilaire avec les adénopathies, une atteinte lymphatique et puis des atteintes extrathoraciques, les ganglions extrathoraciques, la peau, le cœur qui fait toute la gravité, les yeux, la fonctionnalité, le risque de cécité associé à ces uvéites postérieures. Et qu'enfin, le diagnostic est histologique à l'aide d'un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, radiologiques, qui vont orienter vos examens afin d'aller traquer votre granulome sur vos biopsies.